Donc, on va débuter. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là, en présentiel et en virtuel, puisque la présentation, la conférence est en visioconférence également. Donc, alors, bonjour tout le monde qui est sur Zoom, je crois. Alors, je m'appelle Sébastien Arcan. Je vais être, appelons ça un maître de cérémonie, si ça peut convenir pour l'événement d'aujourd'hui. Alors, merci encore une fois de vous être déplacés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement du numéro 66, volume 1 de 2025 de la revue Recherche sociographique. Ce numéro, qui porte exclusivement sur langue et immigration au Québec, ou enfin, de manière générale, cherche à élargir le débat tel que son titre en témoigne. Si les questions linguistiques au Québec n'ont de cesse d'occuper les débats, les politiques et recherches depuis de nombreuses décennies, il n'en demeure pas moins que ces lieux de réflexion et d'action n'ont pas complètement fait le tour de cette épineuse et déterminante question en contexte québécois. C'est fort de 5 articles, en plus d'une solide introduction de mes collègues ici présents, Corbeil, Marcoux et Piché, que ce numéro spécial contribue à faire progresser nos réflexions et bien plus. Bien qu'en filigrane, on y retrouve un questionnement sur l'état du fait français au Québec, c'est précisément autour de la notion de déclin et de la place des personnes immigrantes, allophones mais aussi francophones, que s'articulent les articles composant ce numéro. Je tiens à remercier le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC de l'UQAM, et la revue Recherche sociographique pour leur collaboration dans l'organisation de cet événement, qui se fait également sous l'égide de la chaire de recherche du Québec sur la situation des mots linguistiques et les politiques linguistiques, dont je suis co-titulaire avec mon collègue Richard Marcoux, ici présent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous quelques-uns des auteurs et des autrices des différents articles, avec au premier chef les 3 éditeurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. En plus de leur laisser toute la latitude pour revenir sur quelques-uns des points saillants illustrés dans les différents articles des différents textes, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous ce que je considère personnellement, et j'assume totalement, un des meilleurs sociologues de sa génération, en la personne de Jean-Philippe Warren. Je sais que je vais le faire rougir, mais j'assume encore une fois. Professeur de sociologie au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia et auteur de nombreux ouvrages et articles sur le Québec, qui agira à titre de commentateur. Le déroulement de la présentation va comme suit, donc la parole aux 3 coéditeurs pour environ une quinzaine de minutes. Ensuite, Jean-Philippe fera un commentaire dont il est tout à fait capable, bien évidemment, pour une autre quinzaine de minutes. Et nous laisserons aux auteurs présents aussi le soin d'intervenir et éventuellement d'aborder quelques éléments de leur article. Possibilité également d'intervention de retour aux panélistes. Et puis également, bien évidemment, nous vous accordons, membres de l'audience, autant en présence qu'en virtuel, un temps de parole, assurément. On va alterner entre les personnes qui sont à distance et les personnes en présentiel pour que vous puissiez intervenir, commenter, poser des questions, etc., pour à peu près 20 minutes. Donc, maître de cérémonie, ça veut dire aussi gardien du temps. Et on conclura, là, grosso modo, autour de 12h30 pour cet événement-là. Je tiens à préciser rapidement, je vais faire une petite publicité ici, nous sommes à organiser un numéro spécial de la revue Minorité linguistique et société. On a un appel à texte qui est sur le site de la revue et aussi sur le site de la chaire, qui est dû pour le 15 décembre pour les articles. Donc, ce sera la question, ou le thème général, si vous voulez, ce sera le plurilinguisme dans l'espace francophone. Alors, voilà pour le petit marketing. Sans plus tarder, je laisse la parole à mes estimés collègues ici présents. Je ne sais pas si je suis le plus estimé. Peut-être le plus estimé, estimable, alors vas-y. Étant donné le temps qui nous est imparti, je vais lire en fait un petit texte que j'ai préparé. En fait, le lancement de ce numéro thématique se situe dans un contexte où le gouvernement du Québec tiendra bientôt une consultation publique sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029. Il s'inscrit également dans le contexte où, depuis au moins les 7 dernières années, l'immigration occupe une place centrale dans les débats politiques et les personnes immigrantes sont souvent perçues comme boucs émissaires responsables du déclin du français au Québec et à Montréal en particulier. Hier, on a entendu le premier ministre Legault mentionner, et je cite, que le Québec est submergé par une explosion de l'immigration. C'est un discours qui percole dans l'espace public et finalement, on s'en rend rapidement compte, manque de nuances.
L'objectif premier, donc, de ce numéro, comme l'a mentionné mon collègue Sébastien, c'est donc d'élargir le débat public sur le dossier de l'immigration et la langue en présentant certaines perspectives et certains regards nouveaux ou habituellement peu abordés sur cette thématique. Si on convient aujourd'hui qu'il existe un large consensus sur la nécessité d'une saine planification et d'une saine gestion des niveaux d'immigration permanente et temporaire sur le territoire québécois et canadien, notre compréhension des enjeux d'intégration sociale, économique, culturelle et linguistique est encore lacunaire, ainsi que, a fortiori, les mécanismes et les processus à mettre en place pour faciliter une intégration réussie des personnes immigrantes. Le Québec a fait des progrès remarquables depuis l'adoption de la Charte de la langue française en 1977 pour faciliter l'apprentissage et l'usage du français chez les personnes immigrantes et leurs enfants. Cet objectif nécessitera cependant toujours une vigilance et représentera toujours un défi dans un contexte où la connaissance et l'usage de l'anglais, lingua franca globale à l'échelle internationale, continuera de s'accroître. Et le Québec n'y échappe pas, loin de là. Ce numéro thématique vise à montrer que le discours de sens commun sur l'immigration et la langue au Québec évacue généralement une prise en compte de la complexité et de la diversité des processus d'intégration des personnes immigrantes, des dynamiques associées au plurilinguisme, ainsi que des défis de la présence concomitante dans la région de Montréal en particulier et dans l'Outaouais, du français comme langue publique commune et de l'anglais comme lingua franca globale. De plus, mes collègues et moi sommes d'avis que le truisme, qui est devenu l'expression « déclin du français », comporte beaucoup d'imprécisions car on omet presque toujours de poser la question de savoir de quel déclin et de quel français il s'agit. À cet égard, nous saluons par ailleurs le fait que le cahier de consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029, contrairement à celui de la consultation publique précédente, soit 2024-2027, ne met plus l'accent sur le recul du français comme langue maternelle et comme principale langue utilisée dans l'espace familial ou privé, qui est un phénomène sur lequel l'État a peu de contrôle et qui nous semble difficile à renverser, mais plutôt sur l'amélioration et l'évolution de la connaissance du français et de son usage dans un domaine clé de l'espace public, le milieu du travail. Cela dit, il faut bien comprendre que les personnes migrantes s'intègrent dans un contexte sociolinguistique bien particulier, dans lequel le français et l'anglais cohabitent au quotidien, en plus des langues tierces qui demeurent largement parlées dans la sphère familiale. Et cela n'est pas près de cesser. Notre réflexion doit donc en tenir compte. Notre numéro thématique souligne d'entrée de jeu l'absence assez marquée d'une réflexion sur les considérations éthiques et morales en matière de politique linguistique. Un sujet que décortique, en particulier avec rigueur et profondeur, les travaux de Lee Oakes de la Queen Mary University of London, abondamment cités dans l'introduction de ce numéro. Ainsi, on est en droit de se demander jusqu'où l'État peut aller pour exiger des personnes immigrantes qu'elles apprennent le français au Québec, quels sont les devoirs et les responsabilités de la société d'accueil, de même que ceux des personnes immigrantes. Contrairement au discours actuel, les responsabilités de la société d'accueil ne peuvent se limiter qu'aux initiatives de francisation, un enjeu qui comporte pourtant des défis et des écueils importants, comme le révèle la note de recherche de Tania Lompré dans ce numéro. Les questions de réceptivité sociale qu'a proposé Victor Piché il y a maintenant plus de 20 ans sont encore et toujours d'actualité. Les mesures et les pistes d'action à envisager pour favoriser une relation préférentielle aux Français requièrent une bonne compréhension des facteurs et des mécanismes qui modulent cette relation, d'autant que, comme le soulignait jadis Michel Pagé, les immigrants du Québec sont exposés à la fois aux diverses incitations à la francisation et à un contexte linguistique dans lequel l'intégration linguistique optimale passe par la connaissance de l'anglais en plus de celle du français. À cet égard, notre numéro montre que les immigrants, majoritairement plurilingues, ont des rapports très diversifiés à la langue française
allant d'un usage quotidien dans la sphère privée ou la sphère publique à une simple connaissance du français sans usage fréquent. Mais il demeure indéniable qu'une connaissance du français est une condition sine qua non pour favoriser une pleine participation citoyenne à la société québécoise. Le texte de Therrien et Marcoux montre de façon éloquente les dérives potentielles lorsque le discours médiatique et public affiche et reproduit un ton alarmiste et alimente abondamment une rhétorique de peur suivant laquelle l'immigration constitue une menace à la langue française et à une culture québécoise dépeinte comme monolithique et immuable. On mobilise ainsi des indicateurs spécifiques selon une approche comptable qui empêche de bien comprendre la complexité des mécanismes d'intégration des personnes immigrantes et le rôle joué par la société d'accueil dans l'évolution des représentations et des comportements à l'égard du français, langue publique commune. Le texte de Corbeil et Houle, tout en remettant en question l'importance accordée au sacro-saint indicateur des transferts aux substitutions linguistiques, montre que la notion d'intégration linguistique est un phénomène beaucoup plus complexe que l'on donne souvent à penser dans le contexte sociolinguistique qui prévaut au Québec, et que tout en faisant un usage important du français dans l'espace public, les personnes immigrantes présentent une grande diversité de rapports à la langue commune. Le texte de Fleury, Bélanger et Piché met en lumière le contexte sociolinguistique particulier dans lequel s'insèrent les immigrants en milieu de travail, montréalais en particulier. Il révèle que si l'unilinguisme anglais défavorise les travailleurs au chapitre de l'insertion en emploi et du revenu d'emploi, et que la connaissance du français comporte indéniablement des avantages, c'est surtout le bilinguisme français-anglais qui a vu son importance et ses avantages s'accroître sur le marché de l'emploi. Mais parler français ne garantit pas nécessairement une pleine intégration, puisque la société d'accueil peut ériger des barrières et des obstacles pour les personnes immigrantes. Le texte de Gauvin et Bilodeau montre bien en effet que des segments de la société d'accueil affichent une certaine glottophobie à l'égard des personnes immigrantes dont le parler diffère de la norme québécoise, disons standard. Les experts scientifiques ayant un accent marqué sont, par exemple, souvent identifiés à un exogroupe et, par conséquent, seraient considérés comme moins crédibles. Enfin, le texte de Calinon révèle également les obstacles auxquels sont confrontées les personnes immigrantes du Maghreb au Québec. Phénomène encore mal compris, le plurilinguisme parmi les personnes immigrantes peine à trouver sa place dans le discours politique et surtout ne voit pas vraiment sa valeur reconnue. Les travaux de Calinon révèlent également un paradoxe important dans la mesure où, en dépit d'un discours étatique omniprésent de promotion d'une immigration francophone au Québec, notamment pour renforcer l'identité linguistique du Québec, on assiste à une faible légitimité sociale perçue des variétés du français issues des différentes aires de la francophonie internationale. En terminant, ce numéro de recherche sociographique se veut une amorce de dialogue puisqu'il ne présente qu'une partie des enjeux et des défis liés aux dimensions linguistiques de l'immigration. Cela dit, il nous enjoint à nous éloigner d'un certain discours réducteur et simpliste sur le rapport que devraient développer les personnes immigrantes à la langue française dans le contexte sociolinguistique unique au Québec et à Montréal en particulier. Si les politiques linguistiques québécoises ont montré leur nécessité et leurs retombées positives et déterminantes au fil des ans, les mesures législatives coercitives ont leurs limites. Il me semble à cet égard que tout en assurant une meilleure planification et une saine gestion des niveaux d'immigration au Québec, une sérieuse réflexion s'impose sur les moyens et les mécanismes que peut adopter et mettre en œuvre la société d'accueil par l'entremise de divers partenariats afin de mieux promouvoir et valoriser l'apprentissage et l'usage du français dans la société québécoise. Le plurilinguisme des personnes issues de l'immigration poursuivra sans doute sa progression et une réflexion sérieuse s'impose pour mieux comprendre les moyens à mettre en œuvre afin de favoriser cette relation préférentielle au français souhaitée pour les personnes immigrantes au Québec. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Maintenant, je passerai la parole à Richard. Victor, je suppose que vous avez des vous non, pas pour l'instant? OK. Alors donc, ça te donnera juste plus de temps. C'est à toi là. Oui, donc, c'est à moi. Merci
pour l'invitation. Merci au maître de cérémonie, Sébastien, pour ses bons mots. On a eu hier droit à un remaniement ministériel. Je crois que le timing ne pourrait pas être meilleur. Pour ce qui est, en tout cas, de soulever certaines questions, d'aborder certains enjeux qui sont absolument au cœur, en ce moment, des réflexions autour de l'avenir de la société québécoise. Alors, ça me fait quand même plaisir de commenter le numéro spécial, un numéro qui vise à jeter de nouveaux regards sur l'immigration et la langue française au Québec, numéro dirigé donc par Jean-Pierre, Richard et Victor. Ce sont là 3 chercheurs chevronnés, brillants, érudits, qui ont à leur actif une longue liste de publications savantes, toutes plus fouillées les unes que les autres. Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices d'ailleurs du numéro, ont un CV impressionnant. C'est donc pas sans humilité, voire sans appréhension, que j'ai accepté, sur la base principalement de l'amitié qui me lie à Richard et Sébastien, de venir vous faire part de quelques-unes de mes impressions après lecture du numéro. Alors, le numéro est passionnant, il est stimulant. Je crois qu'il faut non seulement le lire, mais aussi le relire, parce qu'il fourmille de faits précis, détaillés, et aussi d'hypothèses nouvelles. Et mes impressions, donc je vous préviens d'avance, je vous préviens d'emblée, mes impressions vont vous paraître sans doute un peu naïves. Comme je ne suis pas un spécialiste ni de l'immigration, ni de la langue française au Québec, il ne pouvait s'agir pour moi, en acceptant de dire quelques mots, que d'y aller de considérations générales, considérations qui puissent idéalement nous permettre de creuser certains sujets davantage, mais aussi et sans doute surtout, de partager nos réflexions, de faire ce qu'on appelle un remue-ménage, un brainstorming en bon français, pour mieux apprécier les défis d'un thème qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. L'objectif de Jean-Pierre Corbeil, Richard Marcoux et Victor Piché, en lançant le numéro de recherche sociographique, c'était pour reprendre ce que disait déjà l'ouvrage « Le français en déclin », point d'interrogation, aussi dirigé par Jean-Pierre, Richard et Victor, c'était, dis-je, de dépasser les perspectives jovialistes d'un côté, tout autant que les perspectives déclinistes de l'autre, et de regarder froidement ce qui se passe sur le terrain de la langue française au Québec. Nous sommes en effet dans un moment de renouvellement du débat public. Plus que jamais, on s'interroge sur les comportements linguistiques des immigrants et sur les fameuses limites de la capacité d'accueil de la société québécoise. Certaines déclarations à ce sujet ont fait beaucoup de bruit. On se souvient notamment comment le premier ministre du Québec, François Legault, avait clamé que le flot trop soutenu de l'immigration allait mener la nation québécoise à sa perte. C'était en 2022. Il parlait alors de la louisianisation du Québec, estimant suicidaire de hausser les seuils d'immigration. Alors, il a répété à peu près mot à mot ce discours hier, alors peut-être pas sur le 3e lien, mais là-dessus, le premier ministre fait preuve de constance. Je ne suis pas sûr, toutefois, qu'il faille l'en féliciter. On a ici, pour reprendre le titre d'un des articles du numéro, signé par Thérien et Marcoux, un beau cas, là je parle de beau cas comme on parle de beau cas clinique en médecine, un beau cas de panique morale. L'analyse de la production médiatique au Québec montre en effet que le nombre d'articles parus annuellement comportant l'expression « déclin du français » a connu une progression phénoménale, passant de 81 occurrences à 2868 occurrences en 4 ans, soit entre 2018 et 2022. C'est un bond vraiment prodigieux de 81 à 2868. Au cours de cette période, on parle sur un ton de plus en plus alarmiste de la menace que ferait courir aux Français une immigration que l'on juge incontrôlée. François Rocher montre dans un article qui est hors dossier, et que je vous encourage à lire également. Donc, François Rocher montre que sur l'ensemble de la période, 90%, ou près de 90% des articles affirment ou laissent entendre que le français connaît un recul, alors que seulement 6%, ou à peu près 6% des articles, soutiennent le contraire. Bref, il y a un très fort consensus. Mais on peut se demander, ce consensus résiste-t-il aux faits? Alors, présentant leur numéro, Jean-Pierre, Richard et Victor écrivent en introduction, et je les cite, « L'objectif premier de ce numéro de recherche sociographique sur l'immigration et la langue au Québec est de présenter des perspectives alternatives au discours actuel de sens commun sur le rôle et l'influence des immigrants quant à l'évolution de la situation linguistique au Québec. » La prémisse de leur entreprise est claire. Elle est énoncée dès les premières pages. Pour les collaborateurs et les collaboratrices du numéro spécial de recherche sociographique, la langue française au Québec doit être abordée d'abord dans sa portée communicative et instrumentale
et non pas dans sa portée identitaire, substantive ou essentialiste. Ainsi, ils s'entendent sur le fait que les aspects contraignants de la politique linguistique doivent d'abord viser ce qui se passe dans la sphère publique. Ils ne jugent donc pas pertinent, aux fins d'évaluation des succès de la politique linguistique, d'inclure des indicateurs linguistiques qui relèvent de la sphère privée. Par conséquent, jamais les auteurs n'évoquent, pour justifier la place du français comme langue commune, quelques parcours historiques national ou quelques racines identitaires qui feraient des langues françaises la voie royale vers une nation québécoise, pour reprendre les mots que vient de prononcer Jean-Pierre, monolithique et immuable. C'est pourtant ce à quoi tendent les discours et les politiques du gouvernement du Québec actuel. Le ministre Jolin Barrette, au moment du dépôt de son projet de loi 96, n'a-t-il pas déclaré en entrevue à l'émission Tout le monde en parle, c'était en mai 2021, et je le cite, que l'un des objectifs du projet de loi 96 sera d'augmenter les transferts linguistiques des immigrants à 90 %, c'est-à-dire faire en sorte que 90 % des ménages immigrants parlent le français à la maison. Fin de la citation. C'est dire comment le numéro spécial de recherche graphique est pertinent. C'est dire aussi à quel point il arrive à un bon moment pour éclairer les enjeux auxquels fait face la société québécoise. Alors, il arrive au point au Québec, j'ai dit, mais il arrive aussi à point dans le monde. Car ce contre quoi s'élèvent les contributrices et les contributeurs du numéro de recherche graphique n'est pas propre au Québec. Nous faisons face à un phénomène mondial. À cet égard, il n'est sans doute pas inutile, pour comprendre ce qui se passe ici, de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Question justement, et c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui, question justement d'élargir le débat. On pourrait croire que nos grands voisins du Sud n'ont aucune difficulté à intégrer, sinon à assimiler les immigrants. Par rapport à d'autres pays, les États-Unis sont en effet l'une des nations les plus homogènes au monde sur le plan linguistique, avec 75 ou 80 % de la population qui affirme ne parler que l'anglais. Pourtant, la présence d'immigrants non seulement aux États-Unis, pourtant la présence d'immigrants non anglophones aux États-Unis alimente depuis quelque temps un débat véhément autour de la langue. L'impression de menace culturelle posée par les immigrants ne cesse d'y gagner du terrain. En particulier, la population hispanophone est l'objet de craintes de toutes sortes. Les données du recensement américain reflètent la croissance continue de la population hispanophone au cours des 4 dernières décennies. Cette population a été multipliée par plus de 3 fois depuis 1980. Aujourd'hui, près d'1 habitant sur 5 aux États-Unis s'identifie comme latino-américain. Or, bien que la plupart des latino-américains reconnaissent qu'il est préférable pour eux d'apprendre l'anglais, ça va un peu de soi, 40 % d'entre eux pensent qu'il n'est pas nécessaire de parler anglais pour faire partie de la société américaine. En fait, presque tous les latinos, c'est 88 %, disent qu'il est important pour les générations futures vivant aux États-Unis de maintenir leur capacité à parler espagnol, donc de parler espagnol à la maison. Cela se traduit, sans vilain jeu de mots, dans la vie réelle. Aux États-Unis, près de 2 tiers des immigrants latinos de première génération parlent peu ou pas l'anglais. Chez les immigrants mexicains, ce chiffre est encore plus élevé. 70 % des répondants à certaines enquêtes nationales déclarent qu'ils n'ont pas encore acquis les compétences de base en anglais. Ces statistiques s'expliquent par un handicap moins grand à parler l'espagnol depuis quelques décennies. Bien que l'utilisation de la langue espagnole dans la sphère domestique ne comporte guère d'avantages socio-économiques, elle ne semble plus, comme c'était le cas par le passé, plomber les chances de vie, les fameuses life chances, des immigrants. En d'autres termes, le coût de la fidélité linguistique semble être nettement inférieur à ce qu'il était il y a une génération. Cet état de fait a nourri ce que des auteurs ont appelé le terme ne vous étonnera pas, une panique morale aux États-Unis. Il y a plusieurs articles qui ont été publiés autour de la panique morale que posent les immigrants, autour de la menace que posent les immigrants aux États-Unis. Il faut en dire un mot, car l'excellent article de Terrien et Marcoux n'y fait pas référence, et ça peut être utile de s'y pencher pour, encore une fois, élargir le débat. Cette année, comme tout le monde le sait, un des multiples décrets de Donald Trump a désigné l'anglais comme langue officielle des États-Unis. Bien que la nouvelle politique n'interdise pas explicitement aux organismes gouvernementaux d'utiliser d'autres langues dans leur offre de services, le décret présidentiel signale un changement vers le monolinguisme anglais
dans une volonté de nation building. La Maison-Blanche a clairement indiqué que l'objectif principal du décret présidentiel est, et je cite le décret, de renforcer les valeurs nationales partagées et de créer une société plus cohésive. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle politique? Les directeurs du numéro spécial de recherche graphique ne font pas référence aux travaux de John Berry. Ils préfèrent, ce que j'ai cru comprendre, mais là, j'hésite un peu avant de m'avancer sur ce terrain, mais ce que j'ai pu saisir de leur perspective, c'est qu'ils préféraient une typologie qui oppose un modèle assimilationniste à un modèle intégrationniste. Mais la typologie de John Berry demeure quand même, je crois, instructive. Dans les travaux de Berry, l'acculturation est définie comme l'interaction de deux dimensions théoriquement indépendantes. La préférence des immigrants pour le maintien de la culture et de la langue d'origine, qui peut varier, allant de faible à élevé, et d'autre part, leur préférence pour le contact interculturel avec les membres du groupe majoritaire et plus largement pour la participation à la société d'accueil, préférence qui peut également varier. Combiner ces deux dimensions aboutissent, dans les travaux de Berry, à 4 types de stratégies d'acculturation. Première stratégie, l'intégration. On assiste à une préférence relativement forte pour le maintien de la culture d'origine et en même temps, une préférence relativement forte pour le contact interculturel et la participation à la société majoritaire. Deuxième stratégie, l'assimilation. On a ici une faible préférence pour le maintien de la culture d'origine et une forte préférence pour le contact et la participation aux valeurs et normes du groupe majoritaire. Mais Berry ajoute 2 autres stratégies. La séparation. On a ici une forte préférence pour le maintien de la culture d'origine sans participation à l'univers du groupe majoritaire. Et finalement, la marginalisation. On assiste à une faible préférence pour le maintien de la culture d'origine combinée à des contacts réduits avec le groupe majoritaire. On voit des aspects de la séparation et de la marginalisation dans le texte de Jean-Philippe Gauvin et Antoine Bilodeau, ainsi que dans celui d'Anne-Sophie Callino. On comprend que le fait de parler français ne garantit pas une intégration réussie. Callino cite à la fin de son article le propos de Malek, un Algérien kabyle, immigré à Montréal depuis presque 10 ans. Je cite une partie de l'extrait, c'est Malik donc qui parle. Il dit dans cet extrait, « C'est sûr que, comme je parle le plus souvent en français, je me considère comme un francophone. Mais après, disons que sincèrement, je me sens un peu mal. J'ai du mal à me reconnaître dans la définition qu'on donne ici de francophone. C'est un peu trop réducteur comme définition. Je pense ne pas être le seul à être un peu mal à l'aise avec cette définition-là. Alors parfois, j'essaie plutôt de rester neutre que de m'affirmer et de me dire ceci ou cela. » Fin de la citation. En conclusion, accepter que les gens vivent en retrait s'ils le souhaitent, c'est très bien. Mais faire que le Québec soit une terre d'accueil pour toutes les personnes qui désirent y exprimer leur singularité, c'est encore mieux à mon avis. En ce sens, la séparation et la marginalisation sont tout autant à craindre, me semble-t-il, que l'assimilation. Puisse le numéro spécial de recherche graphique contribuer à élaborer des politiques qui donnent aux nouveaux arrivants les moyens de s'intégrer pleinement à la société québécoise et, surtout, de s'y épanouir. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, je repasserai le micro aux panélistes. Non, ça va pour l'instant. Merci Jean-Philippe, pour ce commentaire là, fort éloquent. Je pense que tu as saisi exactement, en fait, les lignes principales de ce numéro. J'aimerais peut-être juste remercier d'abord les gens de recherche sociographique, la direction de recherche sociographique, de nous avoir permis de proposer un numéro ainsi, puis de remercier aussi les gens qui sont dans la salle ou en ligne, savent très bien qu'on reçoit des commentaires lorsqu'on produit des articles comme ça. J'aimerais remercier les évaluateurs anonymes, il y en a peut-être en ligne, en salle, donc pour avoir apporté leur appui à la qualité peut-être du document qu'on propose. Je reviendrai peut-être juste sur des éléments, et je vois que Steven Terrien est dans la salle, il pourra peut-être compléter.
sur notre article, notre contribution à nous. En fait, ça fait déjà un petit bout de temps que je m'intéresse aux questions de langue française et j'ai eu comme un réflexe à un moment donné de me demander cette expression « déclin du français ». Elle me semblait quand même assez récente. J'avais vraiment l'impression que par le passé, dans les années 80, 90, au début des années 2000, cette expression-là n'était pas dans l'espace public. De mon point de vue, on voyait, oui, les gens étaient préoccupés par la langue française. Je dirige un observatoire démographique et statistique qui s'intéresse justement à l'évolution de la langue française partout dans le monde. Mais il n'y avait pas cette charge émotive, en quelque sorte, que renvoie le mot « déclin ». Parce que le mot « déclin » est quand même très fort, il faut le reconnaître. Là, c'est vraiment... le mot « déclin » dans le Larousse, ça veut dire qu'il tend à disparaître, en quelque sorte. Donc, il y avait donc une charge plus importante et je connaissais les talents de Stephen. Et à un moment donné, dans mon bureau, je dis à Stephen, on va essayer de trouver une méthodologie pour être à même de voir comment tout ça évolue. Et c'est justement dans le corpus de données qu'on a examiné. Donc, on avait commencé depuis 2015. On a gardé une période bien précise. On a vu l'apparition de ce mot-là qui, effectivement, ne se retrouvait pas dans l'espace médiatique avant 2020, et puis même encore moins. En fait, il est apparu vraiment de façon très importante à partir de 2022. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a commencé à examiner et regarder comment on traitait en quelque sorte ce terme de déclin, pour se rendre compte qu'il y avait d'une part, oui, des tenants en quelque sorte de cette expression qu'on a réussi à identifier à travers notre analyse de contenu, mais également je dirais, une insistance sur un certain nombre de boucs émissaires. Tu as parlé des immigrants, mais également la jeunesse. Okay? C'est l'autre élément sur lequel on revient, peut-être un peu moins, mais qui est aussi important. On accuse les jeunes de ne pas s'intéresser à la langue française, à la culture francophone, et là on passe de la langue à la culture. C'est assez important de voir comment il y a des glissements qui peuvent s'opérer comme ça. Et de voir en quelque sorte qu'il y a cette montée de ce terme-là qui s'opère en même temps, en quelque sorte, d'une qualification, d'une urgence autour de ce déclin supposé de la langue française. Or, vous allez le voir en fait dans le numéro, dans l'introduction, mais également dans l'excellent article de Jean-Pierre et de René Houle, que la plupart des indicateurs nous indiquent plutôt un maintien, voire même une augmentation, notamment chez les immigrants. Jean-Pierre pourra compléter tout à l'heure par rapport à son article. Mais vraiment, des indicateurs qui sont tout à fait... qui rendent compte, en quelque sorte, d'un certain nombre d'éléments qui permettent au Québec, à la société québécoise, d'être, entre guillemets, un peu rassuré. Mais c'est comme si ce discours-là qui rassure ne trouve pas en quelque sorte un levier à quelque part. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé vraiment de mettre à plat, et j'aime bien l'idée quand tu dis de regarder, puis je pense qu'effectivement notre démarche s'inscrit vraiment entre une démarche jovialiste, on se fait parfois traiter de jovialiste, elle s'inscrit vraiment entre une démarche jovialiste et une démarche décliniste, en fait, OK? Et la plupart des articles qui composent le numéro s'inscrivent vraiment dans cette optique-là. Donc, voilà, je ne sais pas si les collègues veulent aussi. Oui, Victor? Je vais juste faire deux commentaires. Le premier a trait à cette notion qu'a soulevée Jean-Philippe à propos de l'article de Rocher dans l'article sur la langue identitaire versus la langue instrumentale. Je trouve que c'est une fausse opposition. C'est une très mauvaise façon d'aborder la question parce que pour plusieurs personnes, la langue, ça peut être les deux. Et pour les immigrants, c'est souvent par la langue instrumentale que s'inscrit plus tardivement et éventuellement dans la famille que la langue devient identitaire. Il y a beaucoup d'immigrants qui ont vécu ce phénomène-là. Et je trouve que c'est... On ne va pas faire un débat maintenant, mais pour moi, c'est une dichotomie il faut se débarrasser de cette dichotomie. Et je sais que ça fait allusion aux indicateurs de la langue publique versus les indicateurs de la langue privée.
ce n'est pas qu'on rejette les indicateurs de la langue privée. Ce qu'on dit, c'est que l'objectif, c'est d'abord et avant tout de rendre le français instrumental pour suffisamment de personnes pour que, tôt ou tard, éventuellement, on observe aussi que la langue devient identitaire pour plusieurs personnes. Et sur la question de l'insertion sur le marché du travail, je ne peux pas m'empêcher de faire allusion au fait qu'il y a eu des changements énormes qui ont eu lieu quant à le français comme un atout sur le marché du travail. Et ça m'a rappelé, quand on est vieux, on revient toujours à des vieilles histoires qu'on a écrites. Ça me fait penser à un article que j'avais écrit en 1976 dans le défunt journal Le Jour, qui était un journal indépendantiste, qui me plaisait beaucoup d'ailleurs à l'époque. Et j'avais écrit un article avec mon collègue Joël Grégory pour dire que à ce moment-là, il ne fallait pas blâmer les immigrants d'adopter l'anglais majoritairement, ce qui était le cas, parce que l'anglais était la langue de la mobilité. C'était la langue de la réussite. Il fallait être vraiment cynique pour se demander aux immigrants d'apprendre le français et de vivre en français quand c'était l'anglais qui permettait justement la mobilité économique. Et tout ça a changé. Et on oublie ça, quand on parle de panique morale, on a oublié cette transformation profonde. Et je termine je ne peux pas m'empêcher de faire référence à Guy Rocher. Quand on écoute les entrevues de Guy Rocher, on oublie à quel point on est parti de loin. Et je pense que de temps en temps, il faut se le rappeler, qu'on est parti de loin. Et comme on a fait beaucoup de chemin, je trouve que c'est encourageant. Puis il faut se dire, je ne dis pas qu'on est arrivé à l'idéal, mais je dis le chemin qu'on a parcouru, on l'a parcouru parce qu'on a eu des politiques fermes. Et je pense que ça peut continuer, ça peut s'améliorer. Et c'est ce qui fait que je ne suis pas du tout... je ne me rends pas dans le rang des jovialistes, malgré qu'on m'accuse d'être jovialiste. J'ai eu d'autres qualificatifs dans le passé, comme démographe rose. Mais bon, pour moi, c'est vraiment... L'important pour moi, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est passé avec la loi 101, c'est de franciser la sphère publique et le reste suivra. Merci. Peut-être un petit commentaire comme ça aussi. Par ailleurs, Jean-François Lisée divisait deux camps, en fait, les déclinistes et les joviales, les insouciants. Donc, moi, je faisais partie des insouciants. Mais il y a peut-être un élément qu'il faut rappeler, puis on le mentionne peut-être pas assez souvent. Richard parlait de la croissance de l'expression déclin du français. Il faut savoir que jusqu'au recensement de 2016, lorsqu'on examinait les comportements linguistiques des personnes immigrantes, il y a eu une progression phénoménale de l'usage du français, de la connaissance du français, et il s'est passé, en fait, au cours, à peu près à partir de 2018, une augmentation, en fait, de l'immigration temporaire. On sait que le fédéral a adopté une stratégie d'immigration à 2 vitesses qui, il ne faut pas se le cacher, on ne se met pas la tête dans le sable, a aussi eu des répercussions sur la croissance des personnes unilingues anglaises dans la région de Montréal en particulier. Mais cela dit, ce n'est pas à partir du recensement de 2021 qu'on s'est mis à parler du déclin du français. On s'est mis à parler du déclin du français, en fait, depuis le début du 21e siècle, et on mettait essentiellement l'accent sur la langue parlée le plus souvent à la maison et sur la langue maternelle. On a déjà mentionné ce phénomène, qui est un phénomène qui nous semble assez irréversible. Le défi qu'on a, puis Marc Termotte avait déjà parlé d'une situation hypothétique qui serait très difficile à gérer, c'est-à-dire une société québécoise complètement schizophrène où plus personne ne parlerait le français à la maison, mais tout le monde parlerait le français dans l'espace public. Donc, évidemment, c'est assez exagéré, mais comment on gère ça? En fait, la question, c'est, on constate, et je l'ai mentionné, cette difficulté importante de composer avec non seulement une présence de personnes immigrantes plurilingues qui tend à utiliser 2 à 3 langues au quotidien, et aussi une population native de personnes dont le français est la langue première qui utilisent de plus en plus l'anglais au travail. Et on a tendance à mettre ça dans une espèce de fourre-tout.
Et finalement, c'est souvent les immigrants qui écopent et qui sont vus comme les boucs émissaires. Or, il y a des transformations importantes qui se sont opérées au sein de la société québécoise depuis 25-30 ans. Le gouvernement du Québec a fait des choix en matière de développement, en matière d'exportation. Le Québec est un chef de file mondial dans plein de secteurs. Et là, on arrive très difficilement à décortiquer les secteurs où il serait très acceptable et très compréhensible que l'anglais soit utilisé couramment, des autres secteurs où on devrait faire une promotion importante de l'usage du français, incluant au sein de la population de langue anglaise. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de réflexions à faire sur ces mécanismes-là qui sont en place depuis des décennies, mais que, justement, peut-être par paresse, on a tendance à mettre sur le dos de boucs émissaires parce que c'est beaucoup plus simple d'identifier quelques segments de la population qui expliqueraient un déclin du français au Québec. Je m'arrêterai ici. Ça va? Merci beaucoup. Merci, messieurs. Très enrichissant tout ça pour l'intellect, ça fait du bien. On prend le temps qu'il faut pour passer le micro à l'audience. Encore une fois, on va alterner les personnes qui sont en présentiel et celles qui sont à distance. Je commencerai peut-être par les personnes ici dans la salle. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait commentaires, questions? Oui, monsieur. Peut-être vous nommer aussi, puis... Prendre le micro, peut-être. Le micro. Il y a un micro, oui. Jean-Guy Prévost, enseignant du département de sciences politiques ici à l'UQAM. Alors, juste quelques petites remarques. La dichotomie jovialiste, décliniste, je ne la trouve pas vraiment sérieuse. C'est une époque où on parlait d'optimisme et de pessimisme qui était plus, disons, moins chargé. Maintenant, M. Piché fait remarquer qu'on privilégie, ou ceux qui, disons, argumentent qu'un déclin du français privilégie les indicateurs privés, langue maternelle, langue parlée à la maison. Je pense que ces indicateurs-là ont une très grande légitimité parce qu'ils existent depuis longtemps et puis sont relativement faciles à comprendre par rapport à d'autres indicateurs qui sont plus récents. Par exemple, la langue parlée au travail, je ne me souviens plus, mais il me semble que ça date de 2001 dans le recensement, et puis d'autres enquêtes sont plus périodiques. Donc, c'est un petit peu inévitable, c'est un peu le prix à payer pour avoir beaucoup de statistiques, que le moindre frémissement dans ces données-là entraîne une réaction qui est exagérée. Et puis, je pense, ce qu'on perd de vue souvent quand on se focalise sur l'analyse statistique, ce n'est pas un reproche que je vous fais, loin de là, c'est les assises institutionnelles du français, par exemple en matière d'éducation, dans l'économie, dans l'industrie culturelle, qui sont infiniment plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 1950 et en 1960, même si la proportion des gens qui étaient de langue maternelle, on ne savait pas pour la langue parlée à la maison, de langue maternelle française était plus forte. Donc, cet aspect-là qu'on ne mesure pas très bien par les statistiques, il y a quelque chose d'important. Et l'autre chose, il me semble qu'on néglige aussi, c'est la masse. C'est-à-dire que si on était une petite province de 500 000 habitants, et dont 80 % étaient de langue maternelle française, ce ne serait pas un gros nombre, mais il y a quand même plusieurs millions, et puis cette masse-là s'est accrue, et ça, je pense que ça a du poids, ce n'est pas quelque chose qui se renverse dans le temps de le dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes à distance, Maxime? Donc, Maxime va lire la question, en fait. Ici, j'ai une question de M. Langlois qui a une question sur les transferts linguistiques. Il ne m'en dit pas plus, mais je vous laisse alors travailler avec ça. Le transfert linguistique, ça vous va. On devine à quelle heure? C'est sur les transferts linguistiques. Ouais. Juste pour revenir à la question fort pertinente de Jean-Guy, c'est vrai qu'il y a des nouvelles informations, il y a des nouveaux indicateurs, mais il y a aussi une nouvelle réalité. Et le plurilinguisme en est une, en fait. Et les nouvelles populations immigrantes déclarent de plus en plus qu'une langue maternelle. C'est quand même quelque chose, on n'était pas préparé à quelque chose comme ça. Pour nous, une langue maternelle, il y a une seule langue maternelle, surtout dans une
une lecture canadienne, là, où on a comme langue maternelle le français ou l'anglais. Eh bien non. Là, maintenant, les populations qui nous arrivent du Sénégal déclarent comme langue maternelle, le wolof et le français, parce qu'ils sont exposés, en quelque sorte. Donc, toutes ces transformations-là aussi font en sorte que nos indicateurs qu'on utilisait au départ deviennent de plus en plus désuets. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important de toujours retourner, en quelque sorte, au passé, quand actuellement, on s'inquiète, en quelque sorte, de la consommation culturelle de la jeunesse. Quand je retourne un peu en arrière, mon grand-père, mon père, mes grandes sœurs qui écoutaient les Beatles, mais qui connaissaient aussi Harmonium, ainsi de suite. Il y a cette lecture du passé qui est un peu faussée parce qu'on n'a pas justement les bonnes informations. Et je pense que c'est important, heureusement. Même la langue parlée à la maison, Statistique Canada a demandé la langue principale, les autres langues qui sont parlées à la maison, et ainsi de suite, parce qu'on est dans des réalités, on essaie en quelque sorte de maîtriser, de saisir ces réalités sociales-là qui sont devenues de plus en plus complexes, quoi. Il y avait Victor, et puis, si je ne me trompe pas, c'est Maître Julius Gray qui est ici présent. Voilà. Sur la langue, les indicateurs privés, non, c'est sur la question, la première question. Pour moi, c'est un indicateur extrêmement important. Étant depuis, ça fait longtemps, mais d'origine franco-ontarienne, ces deux indicateurs-là ont été extrêmement importants pour nous parce que ce sont des indicateurs qui nous ont permis de mesurer l'assimilation. Et cette forte assimilation, que tout le monde connaît, en Ontario, par exemple, ce sont des indicateurs qui ont permis de les mesurer et puis qui ont, qui ont été suivis d'actions pour essayer de diminuer, de minimiser cette assimilation. Donc, ce sont des indicateurs qui demeurent extrêmement importants si on veut étudier l'assimilation. Et ce n'est pas le cas pour le Québec. On n'est pas en train d'étudier l'assimilation. Et l'apparition des indicateurs publics, ce n'est pas un hasard. Ils sont apparus suite aux lois. Il y a une loi, on veut franciser la sphère publique. Je regardais encore dernièrement, grâce à Guy Rocher, le préambule de la Charte de la langue française, où c'est écrit textuellement que ce qu'on veut faire, c'est augmenter l'utilisation du français dans la sphère publique, dans l'enseignement, dans le travail, etc. Ces indicateurs-là sont apparus pour faire le suivi. En anglais, on dit, j'ai oublié le nom, faire le monitoring, faire le suivi de cette loi. Et c'est pour ça que nous, c'est notre approche, les indicateurs, c'est pas qu'on n'aime pas les indicateurs privés, c'est qu'on fait un suivi d'une politique qui, elle, s'adresse à la sphère publique. Et c'est dans ce sens-là que c'est pas qu'on rejette les indicateurs privés, on dit qu'ils ne sont pas pertinents compte tenu des objectifs qu'on se fixe. C'est intéressant quand même. Moi, je ne voudrais pas qu'on élimine ces indicateurs-là parce que c'est intéressant de voir comment la langue parlée à la maison, pas la langue maternelle, là, ça c'est sûr que c'est en diminution là, avec la fécondité qui a baissé, c'est fini ça. On est en bas du 2,1. La langue maternelle française, elle n'augmentera jamais, à moins qu'on se mette à augmenter la fécondité comme voudraient faire les Américains actuellement. Mais la langue parlée à la maison, elle, ça peut augmenter. Mais il faut aussi choisir des catégories qui ont de l'allure. Pas qui ont de l'allure, mais qui sont moins intransigeantes. Quand on dit parler régulièrement le français, c'est sûr que pour beaucoup d'immigrants, ce n'est pas le cas. Mais si on rajoute à ça les gens qui parlent le français à la maison avec d'autres langues, là, ça devient intéressant comme indicateur, de voir comment... et puis, il y a beaucoup de familles où le français s'est introduit grâce aux enfants, parce qu'ils viennent de la loi 101. Et donc, les enfants arrivent à la maison, puis ils ont des devoirs en français, ils ont des textes en français. Les parents, ils disent, ben moi, je veux suivre un peu ce que font mes enfants. Ben ils baragouinent, ils apprennent un peu le français. Et je pense que ces trucs-là, on les connaît très mal, c'est mal analysé, mais je trouve que c'est des beaux programmes de recherche à faire. Ce lien qui peut exister entre la langue publique, la langue qu'on apprend dans l'espace public, et celle qu'on pratique à la maison. J'ai entendu Richard dire non, là, mais probablement qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. J'avais peut-être juste sur ce sujet-là, juste pour justement concernant la question de Simon Langlois. En fait, en 2025, la revue Politique et Société va publier un article que j'ai rédigé qui s'appelle « Politique, linguistique et immigration au Québec, d'une intégration inclusive à un assimilationnisme identitaire ». Et en fait, ce que je montre dans ce numéro, c'est
comment, en suivant sur 50 ans de politique linguistique, de débat public, comment on est passé à partir de 2018, avec l'arrivée de la CAQ au pouvoir, à un discours qui a une perspective très assimilationniste. Et je montre quels ont été les acteurs qui ont contribué à cette perspective-là. Les fameux transferts linguistiques que justement cité, dont Jean-Philippe a cité le discours tenu par Simon Jolin Barrette, comme quoi c'était très, très important. Ça découle aussi du fait que, puis là je reviens avec Jean-Guy Prévost, votre texte, entre autres, sur les effets de perspective des statistiques linguistiques que j'ai fait lire à tous mes étudiants, étudiantes. Oui, il y a des choix qui sont faits en matière d'indicateurs. Le problème, c'est que, puis je vous donne une image, imaginez-vous qu'on montre et on fait, il y a des chercheurs qui mettent exclusivement l'accent sur les effectifs, et non pas sur les proportions, sur les effectifs. Et évidemment, quand on regarde ça, on constate que l'anglais a une force d'attraction parce que, par exemple, ma fille, son conjoint est issu d'une famille exogame, mais de temps à autre, en fait souvent, il parle anglais à la maison, mais le français est omniprésent. Si je demande à ma fille, et tu as fait un transfert linguistique partiel, elle me regarde en disant de quoi tu parles, ce concept de transfert linguistique a occupé une telle place que, par exemple, Charles Castonguay, dans la première page du Journal de Québec et de Montréal, montrait la couverture de son livre « Le français en chute libre », qui a précédé, en fait, le dépôt du projet de loi 96. Si vous vous souvenez de vos principes de base en physique, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Et là, c'était pas en termes de proportion vraiment, c'était beaucoup en termes d'effectifs. Et on a tellement mis l'accent sur les effectifs, et on a oublié de constater que, par exemple, seulement 1% de la population de langue maternelle française parle l'anglais le plus souvent à la maison au Québec. 1%. Et dans la région de Montréal, c'est 2%. Mais si on regarde les effectifs, on dit que c'est la catastrophe appréhendée. Donc, vous voyez comment le discours, finalement, quand on focalise sur la sphère privée, peut nous amener et exerce une influence justement sur le dépôt de projet de loi, sur l'adoption de politique, et on perd de vue justement cette perspective-là. Les transferts linguistiques sont très utiles parce qu'ils permettent de comprendre des comportements et les facteurs qui peuvent influencer. Mais ce qu'on a montré, des collègues et moi, justement, dans le numéro, ou plutôt le bouquin « Le français en déclin, point d'interrogation », c'est qu'en fait, avec ou sans transfert linguistique, ça n'aurait absolument rien changé pour ce qui est de la part relative du français parlé le plus souvent à la maison au Québec. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, c'est un concept qui a été utile, qui est utile quand on étudie certains phénomènes, mais est-ce que c'est ça qui explique vraiment et qui caractérise le déclin du français? Là, on peut vraiment se poser des questions. On accorde sans doute une place démesurée à ce concept-là. Merci, messieurs. Je passerai la parole à M. Julius Gray. Je prends la parole sous deux chefs. D'une part, quelqu'un qui participe dans le débat, c'est vrai, mais également en tant qu'immigrant moi-même, à l'âge de 9 ans. Je peux vous dire que le transfert linguistique a été largement le produit de l'éducation. On m'a placé, comme tous les immigrants, à l'école anglaise à cette époque-là, et 10 ans plus tard, j'étais un anglophone canadien qui ne se distinguait en rien, sauf la connaissance du français, de tous les autres anglophones. Alors, j'étais un anglophone bilingue. Mais avant la création de l'école publique et obligatoire, je pense que le Québec a résolu le problème de l'intégration par l'école gratuite et obligatoire en français. Avant cela, les transferts, l'intégration se faisait dans toutes les sociétés où il n'y avait pas d'école à long terme par le mariage mixte. C'est une donnée essentielle. Et ce qui empêche les mariages mixtes, ce n'est pas la langue tellement, c'est la religion, c'est des aspects culturels. Et dans mon cas, c'est exactement le cas. J'étais un anglophone typique, quoique bilingue.
j'ai épousé une francophone de souche, et tout d'un coup, 40 ans plus tard, je ne suis plus sûr de quel côté je suis, et je vis dans les deux langues à la maison et partout. Je pense que nous mettons trop d'attention à l'utilisation de l'anglais, qui fait partie de notre culture, tout le monde, et pas assez à l'intégration totale. On n'a pas besoin. Les communautés ne sont pas une bonne chose. Ce sont de très bonnes choses au début pour rassurer la première génération, pour leur permettre de s'épanouir parmi les gens qu'ils connaissaient. Mais à long terme, ça prend un métissage total. Et ce qui empêche le métissage, ce n'est pas la langue, surtout quand la langue est obligatoire à l'école et tout le monde apprend la langue, ce sont les choses culturelles. C'est pourquoi j'ai fait très attention. Mes enfants ne sont plus polonais, ils ne sont pas du tout polonais, sauf qu'ils ont un passeport, mais ça c'est une autre chose. Et mes enfants ne sont absolument pas juifs. Ça, c'est une chose que je n'ai pas voulu chez moi. Et la religion en général, c'est ce qui divise les gens. Donc, il ne faut pas, si on parle intégration, ce n'est pas la langue seulement, c'est les autres facteurs culturels, religieux, les choses qui empêchent l'intégration personnelle des gens, qui font en sorte que 2 générations plus tard, il y a toujours une distinction, même si tout le monde parle français ou anglais. Et quant à l'anglais, et le français et l'anglais, c'est manifestement à Montréal une nécessité, et c'est une bataille perdue d'avance d'essayer de créer des unilingues, d'ailleurs une bataille qui ne donne rien à qui que ce soit, c'est l'intégration totale, donc le métissage de tout le monde à long terme, qui est souhaitable. Merci, Maître Julius Gray. Est-ce que ça va? Non? Je passerai la parole peut-être à un autre après? Parfait. OK. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous le commissaire à la langue française, Benoît. À vous la parole. Bonjour. D'abord, un commentaire. Moi, je suis très content d'avoir autour de moi des pessimistes puis des optimistes, hein, parce que je pense que dans une société, hein, c'est comme la tension. Quand on n'a pas les différentes sensibilités, on devient paresseux intellectuellement, puis on peut se laisser aller un peu. Puis là, il y a la tension qui nous oblige toujours à réfléchir et à nous stimuler. Mais mon commentaire va aller un peu dans le sens de celui de M. Gray avant moi. Jean-Pierre a mentionné la consultation sur les niveaux d'immigration, en fait, qui doit avoir lieu. On va voir avec la prorogation ce qu'il en est. Mais il y a un autre gros morceau, en fait, qui est en préparation en ce moment au gouvernement, qui est la politique d'intégration à la suite du projet de loi 84 qui a été adopté ce printemps. Et là, je sais que ce projet de loi-là a suscité toutes sortes de discussions, à mon point de vue, un peu théoriques et sémantiques là, sur les finalités et la philosophie de l'intégration, mais sur le plan plus pratique. Alors moi, j'aimerais avoir vos commentaires, vos appréciations sur le plan pratique des politiques publiques. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, en fait, dans cette politique-là qui irait dans le sens de ce que vous aimeriez? Voilà. Merci. Merci, Benoît. Juste peut-être mentionner, il y a 2 éléments qui me frappent. Je l'ai mentionné à quelques reprises. Moi, j'essaie de me mettre dans la peau d'une personne immigrante qui entend régulièrement et constamment que l'immigration est une menace, que c'est presque un fléau. Et il y a cette idée en ce moment dans les politiques publiques que l'approche coercitive est la seule qui doit fonctionner, qui doit être imposée. Moi, j'ai eu des contacts avec des membres de la communauté anglophone du Québec, où je leur disais, le ministre Roberge a déposé son plan d'action pour la langue française, il y avait 9 axes. Et finalement, concernant la population anglophone du Québec, tous les axes avaient des connotations coercitives. Il n'y avait aucune approche de dialogue, de concertation, de dire, écoutez, comment se fait-il que, parce qu'on sait très bien que les communautés anglophones sont très concentrées sur le territoire, comment se fait-il qu'il y a près de 40% des personnes dont l'anglais est la seule langue première dans la région de Montréal qui ne sont pas capables de soutenir une conversation en français? Et c'est comme si, finalement, on a complètement évacué cette population-là en disant
Alors, on n'a pas le choix, les droits sont là, la loi est là, on va respecter leurs droits. Mais est-ce qu'on pourrait, puis j'ai même dit à des collègues justement, entre autres de l'organisation TALK, anciennement QCGN, je leur ai dit, il y a le besoin d'un changement de paradigme. Un changement de paradigme dans la mesure où en ce moment, les communautés anglophones du Québec sont dans une posture où ils doivent défendre leurs droits parce qu'ils se sentent complètement ignorés. Et pourtant, ils jouent un rôle fondamental au sein de la société québécoise, de la société montréalaise. Et ça, c'est pas mis en valeur du tout. Et on regarde comment la ministre Derry a opéré concernant l'éducation postsecondaire, par exemple. Il y a un sous-financement chronique de l'éducation postsecondaire au Québec comparativement aux autres provinces à l'extérieur. Pierre Fortin avait parlé autour de 1,2 à 1,3 milliards de sous-financement chronique de l'éducation postsecondaire. Et plutôt, ce qu'on se dit, c'est qu'on sait très bien que Concordia, McGill, pour eux, les étudiants étrangers, comme les universités à l'extérieur de la grande région de Montréal, utilisent justement ce levier des étudiants étrangers pour trouver du financement, enfin, pour être capable de se maintenir à flot. Or, plutôt que de dire « travaillons ensemble, essayons de favoriser un usage, un apprentissage du français », on ignore complètement ce segment de la population. Donc, moi, ce que je souhaiterais voir, et le projet sur l'intégration nationale, qu'on a quand même critiqué, met clairement l'accent sur le fait, puis même si le ministre s'en défend, de dire non, 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 ce n'est pas une perspective assimilationniste, tout ça, je regrette, mais quand on lit ça, il y a une culture de langue française qui est monolithique, qui est stable, qui est immuable, et c'est comme si on dit, oui, vous y contribuez, mais à chaque fois qu'on célèbre la culture québécoise, on ne célèbre pour l'essentiel que la population presque d'ascendance canadienne-française. J'exagère, il y a quand même les nouveaux arrivants de langue française aussi qui contribuent et qui sont quand même, dans le fond, qu'on valorise. Mais quand vous parlez de ce qu'on devrait faire, je pense qu'il y a un changement de paradigme dans la mesure où la pérennité du français au Québec ne sera pas possible si on ne crée pas des alliances pour dire, écoutez, la population anglophone du Québec, vous avez une responsabilité dans l'apprentissage, le maintien, la pérennité de la langue française et montrer que vous l'utilisez parce qu'il y a 50% des Anglo-Québécois qui utilisent au travail régulièrement, au moins régulièrement, le français. Mais comment se fait-il qu'ils sont toujours évacués du discours public? C'est la même chose de beaucoup d'immigrants plurilingues qui, finalement, utilisent le français, mais pas comme seule langue ou langue prédominante. Et donc, je pense que quand on développe une politique linguistique, une politique d'intégration, ces considérations-là doivent être prises en compte. Et sinon, pour moi, ça rend la tâche presque impossible. Il y avait une question à distance. Oui, c'est juste pour répondre. Il nous a demandé qu'est-ce que c'est qu'on voudrait comme politique. Moi, c'est très simple. Je suis assez content de ce qui se passe avec la politique linguistique du Québec actuellement. Je trouve qu'elle a ses effets. Il y a des petits morceaux qu'on peut améliorer, particulièrement les programmes de francisation en entreprise. Mais dans l'ensemble, je trouve que la politique, particulièrement à partir de la loi 101, joue son rôle. Et donc, ce n'est pas de ce côté-là que j'irais. Moi, j'irais du côté de la culture. Je pense que là, il y a vraiment un gros problème pour que la culture en français, mais pas uniquement, mais surtout, si on veut parler de langue, pour moi, la langue est très impliquée avec la culture et actuellement, c'est la catastrophe du point de vue des politiques culturelles des gouvernements. Et le deuxième élément qui a été très soulevé par Guy Rocher, je m'excuse de le mentionner, mais j'ai été un peu frappé par son décès, la chose le monsieur a 101 ans, il dit « Ce qui, moi, me dérange le plus, c'est la politique scolaire, la politique d'éducation à 3 vitesses. » Il dit « Ça n'a pas de sens. Nous, on voulait une école accessible à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est revenu à un système élitiste. On a des écoles privées, on a des écoles publiques avec des programmes spéciaux qui en toute fin pratique, reviennent au public, et puis on a les autres. » Et ça, c'est lui qui a dit ça. Et pour moi, on est en train, depuis quelques années, de créer 3 classes de travailleurs qui n'ont pas les mêmes chances sur le marché du travail. Et c'est dans cette direction-là que moi j'irais si j'avais à faire des suggestions. Merci Victor. On avait une personne à distance qui a posé une question, puis ensuite Richard.
Là, c'est Simon Langlois qui parle et qui a demandé à Richard de rapporter son compte-rendu dans recherche sociographique et notamment tout ce qui fait référence à l'île de Montréal ou à la RMR de Montréal. Et aussi, c'est une question là qu'il a reposée, mais pour tous les conférenciers. Et ici, ce qu'il demande, c'est, en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait, de la position de Mario Polèze? Ça s'arrête ici. Merci. Richard, c'est à toi que ça s'adresse. Oui, non, je pense que... Merci, Simon, mais Mario Polèze, c'est dans l'autre ouvrage. Là. On ne recommencera pas à parler de Mario Polèze ici. Mario Polèze qui nous dit, en fait, son article dans la langue française, le déclin de la langue française, point d'interrogation, il fait une balade dans NDG pour nous montrer en quelque sorte que l'anglais est très, très dominant, NDG, et que c'est comme une réalité. Donc, il y a toute cette dimension-là contextuelle, puis je pense que c'est ce que Simon veut faire référence. Il y a effectivement des contextes bien précis où il y a des langues qui vont être davantage utilisées, et dans le cas de NDG, c'est l'anglais. Dans le cas de Saint-Léonard, c'était l'italien, et ainsi de suite. Donc, on peut multiplier les cas de figure comme ça. Mais voilà, en gros, il y a effectivement, puis je pense que c'est intéressant, en fait, l'approche de Mario, qui est de regarder un peu mieux le voisinage, les contextes comme tels, de façon à réintroduire les enjeux linguistiques dans le cadre du voisinage, ainsi de suite. Et je pense que c'est très bien. Merci. Richard, je t'invite à aller au micro, s'il te plaît. Richard Bourris. Oui, pas Richard Marcoux. Oui, s'il te plaît, oui. Ah, ben Richard? Non. Tu aurais pu prendre le micro. Bonjour, alors je suis Richard Bourris et je vais revenir un tout petit peu sur les communautés anglophones du Québec. Il faut dire que dans les années 70, les anglophones, le taux de bilinguisme était assez faible, autour de 25 %. Puis là, il s'est augmenté, 2021, c'est rendu à 60 %, 70 % selon la tranche d'âge. Donc, il y a eu vraiment un changement dans les communautés anglophones pour se bilinguiser, on pourrait dire. Ils vont maintenir l'anglais comme langue d'origine, mais ils vont aussi devenir bilingues. Et aussi, là, maintenant, on regarde un petit peu le statut socio-économique des anglophones du Québec. Puis là, on s'aperçoit que quand on compare dans les 17 régions administratives du Québec, les anglophones ont un salaire médian inférieur aux francophones, à peu près dans les 17 régions administratives du Québec. Ils ont un taux de chômage supérieur aux francophones, pardon. Donc, les anglophones ont un taux de chômage supérieur à celui des francophones. Et aussi, ils ont un taux de pauvreté qui est supérieur à la majorité francophone dans les 17 régions administratives du Québec. Et ils constituent seulement 1 % de la population dans l'administration publique du gouvernement du Québec, par rapport à leur proportion au Québec, d'à peu près 10 % selon langue maternelle et 12-13 % selon première langue officielle parlée. Donc, je voudrais juste peut-être penser un peu à la situation de cette minorité linguistique, culturelle et aussi historique au Québec, 250 ans, c'est pas juste d'hier. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut travailler avec un petit peu plus de détails et d'égard pour une communauté qui a quand même contribué à certaines institutions au Québec, à la fois dans le monde de la santé, les hôpitaux, les universités comme McGill et Concordia, qui souffrent maintenant de taux de soutien moins important que c'était le cas autrefois. Donc, c'est juste comme cette question-là, peut-être que vous pourriez vouloir adresser, vous êtes trois, sur cette question-là de la minorité anglophone du Québec. Merci. Merci, Richard. Peut-être juste une réaction rapide. Merci, Richard. À cet égard-là, il faut bien comprendre aussi que un peu moins du tiers de la population de langue anglaise au Québec est immigrante, qui est une proportion beaucoup plus élevée qu'au sein de la population de langue française. On a aussi au sein de la population anglophone une part beaucoup plus importante de minorités dites visibles,
qui est confronté ou qui sont confrontés à des enjeux d'intégration, de discrimination, en plus d'avoir aussi une proportion non négligeable de cette population issue de l'immigration qui est unilingue. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au sein de la population anglophone du Québec, celle qui est native tend à être beaucoup plus bilingue que celle qui est issue ou qui est immigrante. À cet égard-là, puis quand je parlais tout à l'heure, puis je fais un peu le lien avec la question de Benoît Dubreuil, quand on parle de politique publique, moi, à chaque fois que j'entends de la part des représentants de la communauté anglophone, oui, mais on connaît le français. Oui, mais la question, c'est l'utilisez-vous dans l'espace public? Et c'est là qu'est le défi. Moi, j'habite dans la région de l'Outaouais. Il y a eu une très forte migration de la population anglophone ontarienne, évidemment parce que les loyers, les maisons, les services, tout est beaucoup moins cher, les garderies, etc. Et ces nouveaux anglophones qui ont vu s'accroître l'unilinguisme anglais dans la région, finalement, lorsqu'ils se présentent à l'épicerie dans les services, ils ne demandent pas « parlez-vous anglais ». Automatiquement, ils s'adressent en anglais. Et là, moi, j'ai parlé à une représentante de la ville et je dis il n'y aurait pas lieu de faire une certaine campagne de marketing social, de promotion pour valoriser l'usage du français, pour dire, parce que ma voisine, finalement, a reçu une plainte, elle travaille à la SAQ, parce que la personne anglophone ne pouvait pas utiliser la langue officielle de son choix. Je regrette, la langue officielle au Québec, c'est le français. Donc, il y a peut-être aussi, en comprenant tout à fait les enjeux, les obstacles, les défis des représentants et des membres de la communauté anglophone, il y a peut-être aussi dans ce dialogue à établir, à développer cette idée que c'est pas tout de connaître le français. Encore faudrait-il l'utiliser quand on a l'opportunité de le faire, parce que bien souvent, ce sont les francophones qui vont utiliser l'anglais dans des contextes où ils sont pourtant majoritaires. Donc, juste un commentaire. Merci, merci Jean-Pierre. J'ai un commentaire de monsieur ici. Maxime, est-ce que tu as... Non? Bonjour tout le monde, mon nom c'est Romney Copeman et je suis un anglophone d'origine de NDG et là j'habite à Longueuil où est-ce qu'il y a eu un peu des études qui ont indiqué qu'à Longueuil il y a un croissance, pas directement dit dangereux, mais une croissance d'anglais à Longueuil, une préoccupation. Fait que c'est moi. J'ai grandi dans une famille unilingue anglophone et là, mes enfants sont trilingues. Ils parlent français à la garderie, anglais avec moi, puis l'ourdou avec leur maman. Donc, on parle de la multiplicité, le métissage. Je pense que ça va au-delà un peu de juste l'anglais et le français. Tout ça pour dire, ma question, c'est vraiment, on parle des états de lieu maintenant, du français au Québec, dans le passé aussi, et j'aimerais, si on peut, penser à qu'est-ce qui est un pourcentage des personnes au Québec qui parlent français, soit comme langue maternelle, langue à la maison ou première langue officielle parlée, qui sera idéal pour une société, pour la société québécoise. C'est quoi comme un chiffre? Est-ce que c'est comme 90%, 95%? Et avant de vous donner l'opportunité de répondre à cette question, je pense que le problème avec ça, c'est que même si vous, les académiques, résout le problème en monde académique, c'est pas la réalité académique qui détermine si ça continue dans le monde politique. Right? Fait que je pense que ça peut être un peu frustrant. Vous avez beaucoup beaucoup de recherches, des données très spécifiques, mais le débat continue comme si peut-être on ne peut pas résoudre le problème à cause des questions politiques un peu. Mais bon, merci. Oui. En fait, avant que Richard réponde à l'intervention, mais parce que c'est quelque chose qui m'a chicoté beaucoup en lisant le numéro, parce qu'on y trouve toutes sortes de données, de faits, de statistiques. Il y a vraiment une entreprise scientifique extrêmement élaborée, avec des résultats qui sont probants.
Et en même temps, lorsque, à la fin de l'exercice de lecture, je suis tombé dans l'article hors dossier de François Rocher, il y a une constatation qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'au fur et à mesure où il y avait de plus en plus de discussions autour de la langue au Québec, disparaissait des médias toute référence à des faits. Donc, il y avait comme une corrélation inversée entre le fait de discuter beaucoup de la langue, puis ensuite de ça, de le faire sans aucune donnée concrète. Et j'ai cité le cas des États-Unis dans ma présentation parce que c'est aussi quelque chose qui est très révélateur, parce qu'au sud de la frontière, les discussions autour de la langue anglaise puis le décret présidentiel de Donald Trump, ça ne s'est pas basé sur des grands rapports remis par des chercheuses et des chercheurs chevronnés. Donc, je me suis dit, où vous situez, est-ce que vous, on parlait tantôt d'optimistes et de pessimistes, il y a peut-être aussi un optimiste et pessimiste pour ce qui est des linguistes et des experts de l'immigration et de la langue au Québec. Comment vous situez votre capacité à infléchir le débat, à nourrir les discussions? Comment vous voyez désormais votre contribution dans un environnement, je pense, qui est quand même aussi nouveau, parce qu'on parle de changement de paradigme. Je pense qu'il y a aussi un changement de paradigme sur la place de la science dans la sphère publique. Oui, moi, juste pour répondre, en fait, aux deux questions, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même un cumul d'informations de plus en plus riches auxquelles on a accès. Et j'ai amené avec moi ici là, les résultats de l'enquête québécoise sur le... Comment ça s'appelle déjà? L'état de la situation des langues parlées au Québec. Okay? C'est une enquête avec un gros échantillon d'à peu près 50 000 personnes, je crois, avec une représentativité de 4 régions, et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce que là, on veut vraiment, à partir de cette enquête-là qui est menée par l'Institut de la statistique du Québec, on veut vraiment aller encore plus loin, essayer de voir quels sont les modes de consommation, et ainsi de suite. On a, entre autres, parce que quand Jean-Philippe dit qu'on change de paradigme, effectivement, j'ai comme l'impression que nos interventions ont permis justement pas de tasser les indicateurs sur la langue maternelle et la langue parlée à la maison, parce que comme Victor l'a dit, ces indicateurs-là sont riches, sont intéressants, mais ne rendent pas compte des objectifs, du moins de la loi, qui est un partage de la langue française comme langue commune. Donc, et là, on commence à avoir de plus en plus d'informations. Et entre autres, nous, il y avait un indicateur qu'on utilisait qui était la capacité à tenir une conversation en français. Le recensement canadien pose cette question-là depuis de nombreuses années, Jean-Pierre, depuis 1901. Donc, on est à même de pouvoir voir, en quelque sorte, comment les gens sont à même de pouvoir maîtriser les deux langues officielles, notamment au Québec, la langue française. Et on nous disait, bien, c'est bien beau, là, la connaissance de la langue française, mais ça ne rend pas compte de l'usage. Et puis, effectivement, mais bon, c'est sûr que la connaissance, c'est la première chose avant de l'utiliser. Il faut que tu la connaisses, cette langue-là. 93% des gens déclarent pouvoir tenir une conversation au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire de l'usage? Bien, justement, l'enquête sur les langues parlées au Québec nous informe que 92% des gens de 15 ans et plus au Québec utilisent le français avec leurs amis, avec leurs proches. Donc, mais ils n'utilisent pas juste le français parce qu'on est dans un contexte plurilingue. Donc, les gens utilisent le français, ils utilisent l'anglais, ils utilisent l'arabe. Plusieurs, il y a à peu près, je pense, c'est quelque chose comme 25% des gens qui utilisent plus qu'une langue avec leurs proches. Mais déjà, on est en train d'approcher un certain nombre d'indicateurs. Puis je pense que la situation que vous décriviez avec l'ourdou, l'anglais et le français, bien, ça se répand à une vitesse très importante. Puis je pense que si le français est la langue de ciment, la langue d'échange, qui fait le lien en quelque sorte entre l'école, entre les institutions et autres, bien, on est gagnant. Pour l'instant, 93% des gens qui sont à même de tenir une conversation en français, 92% des gens qui utilisent le français dans le quotidien avec leurs proches, dans leurs échanges, ça me semble déjà un élément assez important. Moi qui travaille sur la francophonie internationale, bon, vous savez, on diffuse des résultats, 350 millions de francophones sur la planète, c'est quand même pas banal. On appartient en quelque sorte à un espace linguistique à partir du moment où on maîtrise le français, qui est peut-être différent, qui nous offre des opportunités, des portes ouvertes, ainsi de suite, peut-être plus que pour d'autres situations, si tu parles l'italien, l'allemand, même des grandes langues comme ça, qui sont beaucoup moins répandues. Donc, voilà en ce qui a trait aux deux questions. Je ne sais pas si ça répond. Jean-Philippe, oui.
Victor, tu voulais y aller? Vas-y. Okay. Non, allez-y. J'aimerais aussi, dans l'optique de qu'est-ce qu'on suggère pour l'avenir, et compte tenu des interventions sur des quartiers, par exemple, en faisant référence à Mario Pérez, le quartier Notre-Dame-de-Grâce, où j'ai vécu pendant de nombreuses années, et malgré mon bilinguisme de naissance, je peux vous dire que pendant toutes ces années-là, je n'ai jamais utilisé l'anglais dans quelque commerce que ce soit. Alors, oui, donc, ça m'amène à dire que très souvent, quand on parle de quartier, on est dans l'anecdotique. C'est intéressant, je ne veux pas du tout mépriser ça, mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de plus en plus de monographie, qu'on revienne un peu à dans les premiers temps de la sociologie au Québec, où il y avait beaucoup de monographies de quartiers, pour voir un peu comment ça se passe concrètement, au-delà de l'anecdotique. Parce qu'évidemment, vous allez avoir deux personnes du même quartier, Mario Pérez puis moi, puis on va diverger un petit peu sur notre perception quant à l'utilisation du français dans le quartier. Alors, c'est dans ce sens-là que j'irais, moi, je proposerais aux gens qui ont des décisions dans ce domaine-là, d'aller, comment dirais-je, de multiplier surtout dans les quartiers qu'on dit anglophones, parce qu'on connaît on ne sait pas du tout ce qui se passe dans l'ouest de l'île. On sait un peu ce qui se passe dans l'Est, mais dans l'Ouest, on n'a pas d'idée. On sait, ça, c'est les anglophones. Oui, mais ça se passe comment, concrètement, l'utilisation du français dans ces... Peut-être qu'on aurait des surprises. Très rapidement, c'est intéressant, un moment dans l'histoire, puis je pense entre autres encore à votre article, M. Prévost, quand il y a un moment dans l'histoire, je crois que c'est au recensement de 2006, où il y a eu... vraiment une panique, parce que là, la proportion de la population qui a le français comme langue maternelle venait de basculer sous les 80%, et sur l'île de Montréal, sous le seuil de 50%, seuil symbolique s'il en est. Et donc, pour répondre à votre question, monsieur, il n'y a pas de réponse simple à savoir c'est quoi le seuil ultime, optimal, etc., parce que il faut aller, puis comme le dit justement Victor, à un niveau beaucoup plus micro. Je pense que les initiatives, alors que pendant 30 ans, le Québec a essayé de mettre de l'avant des mesures pour régionaliser l'immigration qui se sont souvent avérées par des échecs, on sent en ce moment qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se passer dans plusieurs régions. Là, malheureusement, souvent, c'était les étudiants étrangers qui, là, maintenant, voient souvent leur permis ou révoqué, ou en tout cas... mais ils contribuaient justement à cette régionalisation de l'immigration qui faisait en sorte que, globalement, c'était positif et ça peut-être enlevait un peu de pression sur, par exemple, Montréal. Mais il faut bien comprendre, puis c'est là où il faut voir, dans NDG, par exemple, quand on dit le français est la langue publique commune au Québec, pour les gens d'NDG, ça veut dire quoi exactement, alors que c'est l'anglais aussi qui est la langue publique commune. Donc, il y a un niveau peut-être au niveau des régions, au niveau des quartiers, et là, il y a des dynamiques qui sont vraiment propres, et ça devient un peu utopique ou illusoire de tendre vers une certaine proportion de francophones de langue maternelle ou qui parleraient le français le plus souvent à la maison. En fait, l'idée, c'est... il y a des gens qui disent que ça ne donne rien des campagnes de valorisation, de promotion du français, mais si on ne met l'accent que sur le côté utilitaire du français, puis Victor a mentionné que c'est un peu un cul-de-sac, il y a une valeur fondamentale dans la connaissance et l'usage du français parce que ça véhicule aussi une culture, ça véhicule une vision du monde qui enrichit aussi la diversité culturelle et ethnique. Et ça, on ne met pas assez l'accent là-dessus. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'anglophones qui, finalement, aimeraient, puis je sais qu'il y a des expériences, puis Richard, puis vous en êtes aussi très, très conscient, il y a des échanges culturels dans les écoles, dans les cégeps, justement pour faciliter, pour améliorer la connaissance de l'autre, la connaissance de la culture de l'autre. On a avantage à promouvoir ça, puis à ce moment-là, ça devient moins important de focaliser sur un seuil spécifique, mais plutôt de dire, il y a une vision différente de la culture québécoise dans laquelle tous sont inclus et non pas ceux qui sont de souche. Donc, c'est un peu ça. Merci. Peut-être que je me... Ah oui, Nicole, excuse-moi, tu avais levé la main. Vas-y, Nicole. Ça sera probablement le dernier. Je me permettrai un petit 2 minutes.
Jean-Pierre m'enlève presque les mots de la bouche, en tout cas, il me pave la voix. Vous verrez par mon intervention, après, si je suis jovialiste ou si je suis optimiste, vous pourrez me qualifier. Mais je ferai un petit peu d'histoire. Je suis arrivée ici à l'UQAM. Je suis Nicole Carignan, professeure en éducation et formation spécialisée à la Faculté d'éducation. Quand je suis arrivée ici en l'an 2000, j'enseignais des classes aux futurs enseignants en éducation interculturelle. L'histoire de l'immigration, l'importance de la langue, l'importance de la culture, l'importance de tout ce qui comporte l'éducation interculturelle, la compréhension de l'autre, le rôle de la société d'accueil. Société d'accueil. Et j'ai un jour eu un étudiant qui était un immigrant qui me dit « Est-ce que vous connaissez vos collègues de l'école de langue? Vous avez beaucoup de points en commun avec ces professeurs-là. » Je dis « Ah bon? » J'apprenais l'existence de l'école de langue. Et j'ai pris rendez-vous avec une de mes collègues. Et là, je lui dis, vous savez, mes étudiants d'éducation, ont très peu de contact avec les étudiants issus de l'immigration. Les parents sont issus de l'immigration. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à leur dire que comment on pourrait faire. Et elle a dit, eh bien, moi, mes étudiants ne rêvent que de prendre des cafés avec des francophones. Ils se plaignent à l'UQAM qu'ils ne rencontrent personne. Ils ne peuvent pas parler français à l'UQAM. Mais non, j'ai dit, aucun bon sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on a dit, tiens, on fait des jumelages interculturels. On va réunir nos étudiants pour prendre un café le midi. Franc succès. Les francophones ont dit, c'est la première fois que je prends un café avec un immigrant. Puis les étudiants en langue ont dit, c'est la première fois que je prends un café avec des francophones. Et là, c'est parti. On a préparé des jumelages, on nous redemandait des jumelages dans les cours de grammaire, des jumelages dans les cours de prononciation, des jumelages en communication, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a eu des jumelages dans à peu près toutes les facultés de l'UQAM. Les étudiants en langue en redemandaient. Je pense qu'on a arrêté de faire des statistiques. Ma collègue ici, Mira Derèche, qui est la co-responsable du groupe de recherche en éducation interculturelle, recherche sur les jumelages interculturels, parce qu'à force de faire du terrain, on a fait de la recherche et on a développé un groupe de recherche. Et on évalue à peu près aujourd'hui, Mira, tu me corrigeras, peut-être 15-20 000 étudiants qui ont fait des jumelages à l'UQAM. Est-ce que j'ai besoin de répéter le chiffre? 15-20 000. Et là, on a des collègues à l'étranger, on a des collègues dans d'autres universités. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que notre devise, nous, c'est « faut se parler ». On est 9 millions, il faut prendre des cafés, il faut s'inviter, il faut échanger. C'est comme ça qu'on fait connaître la langue française. Et je vous donnerai la dernière anecdote. On est en train, dans notre association de retraités, d'organiser un gros party. Je cherchais des étudiants pour jouer le rôle de photographe. Hier, j'ai rencontré 2 étudiants immigrants de l'école de langue. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté de venir rencontrer des francophones dans un party, venir nous parler. On est 25 ans plus tard. C'est la même réalité. Alors moi, ce que je parlerai, je ne suis pas militante, mais ce que je vous parlerai, c'est d'un paradigme, un changement de paradigme par rapport à l'échange. Aller vers les autres, se parler, communiquer. On a tellement de choses à partager. Puis bâtir une société et non pas chercher les coupables. Merci. Je te qualifierais, Nicole, je peux me permettre, de jovialiste, optimiste. Alors, je pense que ça clôt. Je veux juste peut-être revenir sur 2-3 éléments. Moi, j'ai beaucoup... merci d'abord à Richard de m'avoir proposé d'animer, enfin, pour l'animation que j'en ai fait, cette rencontre. Je vous remercie encore à tous et toutes d'avoir été présents. Je voudrais peut-être revenir sur la question...
pas évidente du commissaire, de Benoît Dubreuil, du commissaire en langue française. Puis ça rejoint aussi plein des derniers commentaires aussi, je trouve. Je pense qu'il faut décentraliser peut-être un peu les questions linguistiques d'une certaine manière. Je vois, par exemple, moi, je ne demeure pas à Laval, mais à Laval, il y a beaucoup de préoccupations dans le sens positif du terme. Sur le tissu lavallois change, c'est un exemple que je donne, hein, et comment recomposer ce tissu, la place du français, la place de nouvelles communautés aussi qui arrivent, etc. Donc, ce vivre ensemble-là, pour utiliser un terme bien à la mode, il faut être capable de donner des outils aux communautés locales. On parle beaucoup, moi j'en suis énormément de ça, la régionalisation de l'immigration, je pense que ça permet aussi des rencontres, etc. Donc, je pense qu'il y a peut-être lieu d'avoir, est-ce que c'est des politiques, des programmes qui permettent un petit peu plus de décentralisation? Toutefois, un autre élément j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais je pense qu'il y a peut-être lieu d'avoir une plus grande réflexion sur le cégep aussi. Je suis très ambigu, je commence à pencher un petit peu plus vers un petit peu plus de resserrement. Personnellement, c'est des histoires dans mes proches et tout ça qui m'ont fait un petit peu... Je pense que la question du cégep là, comme lieu d'intégration et tout ça aussi en français est importante. Victor a souligné quelque chose, je trouve qu'on a tendance à oublier aussi. À travers tout ça, c'est pas juste une question de parler des langues, peu importe le contexte. Il y a aussi puis probablement de plus en plus, il faudra avoir des études un petit peu plus serrées là-dessus, sur les disparités socio-économiques, puis les liens qu'il peut y avoir aussi entre tout ça. Je pense qu'on a tendance à l'oublier. Pendant longtemps, on l'a oublié à tout le moins. Puis là, peut-être ça a refait une ressurgence de voir un peu, parler d'école à 3 vitesses tout à l'heure, etc. Tous ces enjeux-là, je pense que ça peut aussi avoir non seulement des effets sur les pratiques langagières, mais aussi sur, évidemment, les disparités, les iniquités. Et puis, deux derniers commentaires. Je me suis retrouvé beaucoup dans ce que Maître Gray et M. Coleman, sauf erreur. Moi-même, je suis dans une union mixte avec une Colombienne, puis je peux vous dire que vivent les unions mixtes. Alors, on ne peut pas les encourager, mais enfin bref, je pense que c'est une des clés au niveau micro, là, si je peux le dire comme ça, interactionniste. Puis, vous dites effectivement la politisation, c'est moi qui le dis comme ça, mais des données qui peuvent être produites par d'éminents scientifiques comme ceux qui sont ici. On peut pas laisser inévitable, je pense, hein, la récupération, la politisation, voire le populisme aussi, mais aussi ça s'appelle des élections et on a droit de vote, donc votons on peut aussi changer des choses de par un simple crochet dans une urne. Alors je pense que c'est aussi une des solutions parmi plusieurs. Alors voilà. Merci beaucoup, merci. Je vous invite, on ne peut pas faire autrement que faire encore de l'autopromotion, auto au pluriel de promotion. La chaire de recherche dont je suis co-titulaire avec Richard, je ne me suis pas présenté tellement, là, Sébastien Arcan, professeur à HEC Montréal. Donc, on poursuit les travaux on a plein de collaborateurs qui sont ici, qui n'ont pas pu, d'autres qui n'ont pas pu venir aussi. On organise le plus possible des événements, des rencontres, évidemment des travaux de recherche. Donc, je vous invite à suivre un peu nos actualités sur la page. Jean-Pierre, tu voulais avoir... Je veux juste savoir si tu voulais nous dire pour qui voter. Non, à micro fermé. Je vais encore avoir le financement pour 3 ans, là. Hein? Merci. Merci. Peut-être une dernière, je me permets de